Alors bonjour tout le monde, Fred Savard avec vous. Très heureux de vous retrouver pour une nouvelle saison, la saison 5 de la balado. Ouais, épisode 1. Vous allez voir, par contre, ce ne sera pas un épisode de... Comment je pourrais dire ça? Ce ne sera pas un épisode régulier, en fait, parce que vous saviez, vous savez, qu'hier, c'était la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. Bon, là, je sais qu'il y a des gens qui vont écouter l'épisode à rebours ou en retard, c'est selon. Ça va peut-être faire quelques jours, mais bon. Donc, Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, et j'ai décidé, et ça fait longtemps que c'est décidé, en fait, ça fait depuis le printemps dernier, lors de mon voyage sur la Côte-Nord, de dédier le premier épisode, de commencer la saison 5 avec un épisode de ma visite dans la communauté Innu de Maliotenam, qu'on appelle, pour les habitués, à Malio, mais là, je ne suis pas rendu là, du tout. Et je trouvais... Et c'était prévu de toute façon que, parce que j'ai enregistré 3 épisodes sur la Côte-Nord l'an dernier. Il y en a un qui a été diffusé, celui sur le village de Bejuan Beats. Mais il en reste 2 autres. Il y en aura un sur la Mangani qui sera diffusé un peu plus tard cette saison-ci. C'était prévu avec Tourisme Côte-Nord qui m'avait invité à aller faire un tour là-bas. Donc, cet épisode-ci, j'ai décidé qu'il commencerait la saison 5 pour souligner la Journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'était ma première visite dans une communauté Innu. Je vous avoue, je ne sais pas si ça va s'entendre, mais j'étais quand même assez ému d'être là chez Matthew McKenzie. Dans son studio, il y avait Dan-Georges McKenzie également. On va rencontrer également l'historien Steve Dubreuil et l'entrepreneur Innu José Leblanc. Mais j'étais ému et extrêmement heureux d'être là dans une optique de rencontre avec une toute petite partie de cette communauté Innu. Chose que j'avais jamais fait, c'était la première fois. Comme bien des Québécois, j'ai traversé, à l'époque on appelait ça des réserves, en voiture quand j'étais plus jeune, et on n'arrêtait jamais, en fait, même pas pour mettre de l'essence, même pas pour quoi que ce soit. Puis je pense que je suis pas le seul dans cette situation-là. Heureusement, les choses changent, et je trouvais que la balado devait aller à la rencontre de ces communautés-là, et surtout sur la Côte-Nord, parce qu'on est dans le territoire Innu. Donc, je suis très heureux de débuter cette saison-là avec cet épisode-là, qui est un peu hors série, mais aussi qui souligne mon désir, en fait, de sortir de Montréal, d'aller partout au Québec. Je l'ai fait l'an dernier, je vais continuer de le faire pour la saison qui s'en vient. Il y a d'autres sorties qui sont déjà prévues. Alors voilà, je ne vous entretiens pas plus longtemps avec cette introduction-là. Je veux qu'on aille rejoindre les gens que j'ai rencontrés, puis on se retrouve de toute façon à la fin de l'épisode, parce que j'ai encore des petites choses à vous dire. Donc voilà, pour cette Journée nationale de la vérité et de la réconciliation, je vous propose donc un voyage dans la communauté Innu de Maliotenam. Allez, on passe ça. Dan-Georges McKenzie, salut. Quoi, Fred? Mathieu McKenzie. Quoi, Fred? Là, je suis chez vous. Chez nous, à Maliotenam, au studio Makoucham. Ouais. Plus précisément. Là. Bon, Mathieu, on va revenir avec toi. On va commencer avec Dan-Georges McKenzie. Moi, je connais rien de la culture Innu, je dois l'avouer, ou à peu près pas. La balado, on n'en a pas parlé. On a parlé de l'autochtonisation du Collège Antique l'année passée. J'ai une amie qui a déclenché le processus. C'est une autre affaire. Mais là, voyage sur la Côte-Nord, on n'a pas le choix de venir rencontrer les Innu. Puis avec Tourisme Côte-Nord, on m'a parlé de ce que tu fais. Je suis allé écouter ton mini-album. Ouais, un P qui appelle là. Ouais. Épistolaire, je pourrais te dire. Ouais. C'est ton premier? Ouais, c'est mon premier, ouais. OK. Parle-moi de ton parcours un peu. Pourquoi? Qu'est-ce qui t'a... C'est quoi le déclic? On va parler de la langue Innu, évidemment, parce qu'on est vous êtes beaucoup là-dedans. La revalorisation de cette culture-là passe beaucoup par la langue, évidemment. On le sait, ces combats-là, on les mène encore au Québec. Là, il y a je dirais confrontation, c'est peut-être pas le bon mot, mais... Moi, je suis sensible à ça parce que moi, j'ai changé beaucoup mon rapport à mon identité à moi. Puis je pense que je suis rendu à un âge où j'ai envie d'aller à la rencontre
d'autres personnes qui font cette démarche-là. Fait que, parle-moi de ta démarche, le déclic, il s'est fait où? Rapidement, je te dirais que ça a commencé au début de ma jeunesse. Hein. Ouais. Mes grands-parents, eux, parlaient couramment l'Innu et Moon à la maison. Ouais. Mes parents aussi. Évidemment, par après, je suis comme été dans les écoles allochtones. Ouais. Mais le déclic où que c'est parti, je te dirais, c'est Attends une vraiment... minute. Wow. Au début, là, genre primaire, tu vas à l'école en français. Exactement. Ben, j'ai commencé au maternel chez Ouais. les Autochtones. Ouais. Puis je suis allé par la suite après primaire, secondaire Ah ouais. chez les Allochtones. OK. Pour les écoles privées aussi, pour Ouais. les sports qu'il y avait de disponibles Ouais. aussi. Moi, j'aimais beaucoup le badminton et Ouais. tous les autres sports qu'il y avait là-dessus. Ouais. Fait que c'était par là-dessus OK. que j'ai fait. J'ai fait du hockey de développement aussi chez les Allochtones Ouais. aussi. OK. Le déclic, dans le fond, qui m'a fait en sorte de revenir, de retrouver, je te dirais, les Noémoun, c'est vraiment la musique. Ouais. C'est vraiment la musique. Aussi, le fait de voir l'impact que j'avais de perdre ma langue. Là. Ouais. C'était vraiment... Je suis allé à Schefferville. Mes grands-parents viennent de Schefferville. Ouais. Puis, adolescent, même plus jeune, je voyais qu'eux autres parlaient couramment les Noémoun. Ouais. Puis facilitant. Ouais. Je ne donnerai pas la raison juste à cause que c'est une communauté isolée. Je crois que nous aussi, on peut se la réapproprier de la même manière Ouais. que eux. Mais c'est vraiment l'impact qui m'a fait que je sentais que j'avais besoin de la retrouver, cette belle langue. Puis quand t'es plus jeune, as-tu l'impression que cette langue-là est pas attrayante, puis t'as envie... Là, c'est peut-être je dis des niaiseries, là. Il y a du montage, on l'enlèvera. Mais as-tu l'impression, quand t'es jeune, que c'est une langue qui est pas attrayante, puis t'as envie de parler anglais, t'as envie de parler français, parce que ça va t'amener ailleurs, puis après ça, plus vieux, tu te rends compte que, hey, non, mon passage, c'est... Non, je peux pas dire ça parce que moi, dans plus jeune, on n'a pas connu les iPads, on n'a pas connu Non. toutes ces affaires-là, toutes les multimédias, les Ouais. plateformes qui te fait connaître plus le français. Ouais. On a grandi dehors, puis il y en avait un qui parlait plus Innu que toi, puis il y en avait un qui parlait plus français que toi. OK. Puis c'est sûr que toi, tu faisais une comparaison, puis tu veux retrouver ta langue, mais il y a une certaine gêne qui embarquait chez la personne dont moi, qui ne le maîtrisait pas après. Ah ouais. Puis comme je te dis, je suis allé dans les communautés un peu plus loin, puis là, je voyais que j'étais un peu en retard. Ouais. Puis c'est là que le déclic a été commencé, puis la musique par après m'a fait en sorte que j'ai voulu la rechercher par cette voie-là, je te Ouais. dirais. Donc, t'es remarqué en 2019 par Musique Nomade. C'est quoi ça, Musique Nomade? Musique Nomade, je te dirais que c'était une maison de disques labels qui encourage beaucoup depuis 2019, même avant 2019, qui a été, je dirais, pour soutenir les Autochtones, pour justement la valoriser puis promouvoir le talent autochtone, justement. Fait que c'est eux qui sont venus me voir, puis je suis bien content. Là, t'as fait des francs ouvertes? Ouais, j'ai fait des francs ouvertes dernièrement. Ouais. Là, Mathieu, tu peux peut-être embarquer. On va reparler du studio parce que... on peut peut-être parler tout de suite du studio. Décris-nous l'endroit où on est ici. Ici, on est à Maliotenam. Le studio Makusham, il a été construit en 1997. OK. Fait que, tu sais, la première pelletée pour faire les fondations, tout ça a eu lieu dans ces années-là. Là, tu sais. Puis ça, comme le dit si bien Fred, Florent Volant. Oui. Lui, il c'est qui ça, Florent Volant? Florent Volant, on le connaît. T'as-tu un lien avec lui, particulier? Oui. Moi, je trouve être son fils. Bon. Fait que... Je voulais que tu le dises parce que des fois, ça gosse-tu, ça, d'être le fils de quelqu'un de si important? Moi, Fred, avec tout humblement, là, je le dis jamais. Normalement, le monde, ils savent ou ils ne savent pas, puis je laisse ça aller. Mais, juste pour faire une histoire courte, Florent l'a construit pour lui-même. Oui. Pour créer ses chansons, puis pas tout le temps se déplacer à Montréal, puis les studios sont à Québec, Montréal, pour finalement... c'était pas lui le client numéro 1. Là. Ouais. Ça a viré de bord tout de suite l'année où on l'a ouvert. C'était même plus lui. C'était les autres communautés, la Basse-Côte-Nord, le Nord, Schefferville. Puis c'est tout ce monde-là qui venait. T'sais. Ça, c'est fondamental parce que moi, j'ai fait des chroniques dans d'autres émissions. J'ai parlé du son de Seattle, j'ai parlé du son de Montréal à l'époque, Arcade Fire, puis on parle toujours de la communauté, mais on parle aussi des lieux. Faut qu'il y ait des infrastructures pour permettre à Dan-Georges Mackenzie d'enregistrer.
sa musique et d'autres. Et ce studio-là a cette importance-là. Oui, c'est énorme. ça. Oui. Nous, là, regarde, on ne s'attendait pas à ce que ça fasse ça, 25 ans plus tard. Mettons 22, 23 ans plus tard, 87 à aujourd'hui, 97 à aujourd'hui. Là, on voit, là, le monde veut venir. Ils partent de Montréal, puis ils viennent ici à Malioté. Qui vient enregistrer ici? Ben, nous, regarde, exemple... Oui, Don George, évidemment. Évidemment, Don George, son EP, il l'a fait ici, puis on s'est amusé. Là, puis après ça, on a envoyé toutes les tracks, les drums, tout ça, on a envoyé ça à Montréal. Puis pour le mastering? Non, pour fin du mixage. Okay. On a tout pris... Dans la pandémie, là. On a tout pris sa prise de son, on a envoyé ça à Montréal. Puis qui viennent, Fred, c'est beaucoup de monde. C'est du monde qui sont de passage des fois. Est-ce que c'est juste des membres des Premières Nations? Non. C'est ça, parce que c'est ça. On parle de... Tu sais, moi, je suis ici... Il y a une idée de réconciliation, très modestement, mais j'étais curieux, je ne connais pas la culture Innu. Puis tu sais, à Montréal, on n'a pas un rapport... On a un rapport éloigné quand même avec... Ne serait-ce que les Mohawks, qui sont quand même pas... tous... Il n'y en a pas beaucoup à Montréal, là, sont à l'extérieur. Et malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a une barrière linguistique. Les contacts sont pas... C'est pas comme ici. Cela dit, on en parlera peut-être tantôt. Je sais pas c'est quoi les contacts. Comment ça se passe, la cohabitation avec les Allochtones à cette île? Moi, je te dirais que pour ma part, c'est super. Aujourd'hui, j'en ai 32 ans, puis j'ai pas senti de froid au niveau de la cohabitation autochtone. Okay. C'est sûr qu'on a toujours des histoires un peu partout. Puis c'est partout de même. Mais pour notre part, je pense que... Est-ce que c'est mieux que ça... Parce que moi, la dernière fois que je suis venu à cette île, c'était en 2002 avec les Apartis, qui est un groupe d'humour de gauche. On était venu faire un show au Vieux-Poste. Et ça... C'est ça? Le Vieux-Poste? Ouais, petite salle. Et j'ai l'impression que l'ambiance sociale n'était pas la même qu'aujourd'hui. Je vais te dire une chose. Là-dessus, là, et comme dit Dan George, tu sais, il y en a partout. On va se dire les vraies affaires. Là, regarde, quand tu vas en Gaspésie, il y a des Micmacs, il y en a là-bas. Ici, à Ouachat-Malio, cette île-là, à Pessamit, Bécomo. Tu sais, il y en a tout le temps un petit peu pareil. De part et d'autre, là, on va se dire les vraies affaires, tant du côté autochtone que du côté allochtone. Mais moi, ce que je peux te dire, nous, on fait un show, Fred, à tous les ans, à la salle de spectacle de cette île, avec Florent Volant. Depuis maintenant 19 ans. On l'a commencé en 2000, je crois. L'année quasiment l'année où est-ce que tu es venu. C'est ça. Puis cette année-là, là, la première année, là, je m'en rappellerai toujours. Nous, on l'a fait pour rapprocher les gens de cette île, puis les Autochtones, la Basse-Côte-Nord, le Nord. On le fait tout le temps dans le temps de Noël, juste 2 semaines avant Noël, pour être tous ensemble. Puis j'ai remarqué, moi, à la première année, notre invité allochtone, c'était Richard Desjardins, à la première édition. Puis je peux compter combien il y avait d'allochtones cette fois-là. Il y en avait 30, 20. 19 ans plus tard, on vient de le faire avant Noël. La moitié quasiment de la salle, c'est des allochtones. Tu comprends? Il y a un progrès. Il y a un progrès. Et puis moi, là, regarde, j'aime tout le monde. Moi, là, regarde, je suis pas raciste, j'aime tout le monde. Tu comprends-tu? Puis le spectacle... Mais il faut que ça vienne des deux bords. Oui, mais des fois, c'est un travail qui est pas facile, tu comprends? Il y en a de l'autre bord puis de l'autre bord. Fait que nous, Florent, Volant, nous, l'équipe Makoucham, on fait un événement annuel pour rapprocher les gens puis dire ce soir-là, time out, tout le monde, on peut-tu être assis à la salle de spectacle Jean-Marc Dion puis écouter de la bonne musique. Puis à chaque année, Fred, on invite un Québécois, Québécoise à venir participer, fraterniser avec nous. Fait que c'en est un événement là, qu'on fait annuellement pour rapprocher tout le monde. Là, puis moi, j'ai vu beaucoup de progrès de part et d'autre. Ben, c'est cool, je suis content d'entendre ça parce que, évidemment, quand je suis venu, je ne suis pas resté longtemps. C'est une impression, peut-être que... Mais ce que tu me confirmes qu'il y a un progrès, là. Un très beau progrès. Je dois te dire une chose, moi. Encore une fois, cette année, spécialement l'année passée, on avait fait 2 soirs. Puis on avait invité Samian qui est venu, Scott Pien-Picard, tu sais. On a fait 2 soirs, puis on les a quasiment fait en pleine capacité les 2 soirs, là, tu sais. Il y a un des soirs qui c'était full, plus de billets. L'avant-soir, il en restait quelques-uns, mais juste pour te dire que
Le monde vienne. Ouais, il y avait Émile Bilodeau aussi qui devait venir, mais il y avait COVID. Ouais. Émile n'a pas pu se présenter. C'était notre ami québécois. Puis il n'a pas pu se présenter parce qu'il arrivait de l'Europe et tout ça. Fait que, juste pour te donner une idée, là, que, regarde, cette année encore, on va le refaire encore. On va arriver à la 19e édition cette année. L'année prochaine, 20e. On prépare déjà notre 20e. Là, nice. C'est cool. Dan-George McKenzie, tes influences musicales. Moi, j'ai écouté ton EP, je l'ai dit tantôt. Très folk. Oui. Rock aussi. C'est quoi ton influence? On va toujours dire, c'est sûr, Caston, Florent Volant et tout, mais je dirais aussi beaucoup d'influence, Scott et Mathieu Vachon. Mathieu Vachon qui est un de mes, je te dirais, une grosse influence en partie parce que lui aussi a comme beaucoup composé en inou et en français et en anglais. Puis on parle de rapprochement, de rassembleur, puis tout. Ça a été un bon modèle pour moi de le voir voyager, puis partir. Puis je me dis, si lui peut le faire, ben les autres aussi peuvent le faire. Fait que moi, j'en fais partie aujourd'hui. Tu as parlé de Samian tantôt, Mathieu. Toi aussi, tu viens d'en parler. Il y a eu la polémique au Festival de la chanson de Granby. Oui. Comment vous interprétez ça? Parce que moi, j'avoue, c'est drôle parce que l'année passée, j'étais allé faire un show de reprise pour le festival. Moi, j'ai habité à Granby. Puis ça m'a vraiment étonné, ça, cette rigidité du festival par rapport au contenu. On a l'impression que c'est une polémique qui aurait dû popper il y a 15 ans et plus en 2022. Je vais te dire, Fred, là, dans toute cette polémique-là qu'on a vue puis qu'on a vu passer à la télévision, puis regarde, moi, je suis très proche de Samian, Fred. C'est mon ami, c'est mon frère. Puis regarde, puis j'ai aussi eu à parler avec la gang de Granby. On a pu discuter un peu de la situation. C'est sûr que moi, mon opinion personnelle, je pense qu'on est rendu à revoir des façons de faire. C'est ça ma réponse, moi, face à ça. Dan-George vient de nous donner un exemple. Il a fait les Francs ouvertes. Oui. C'est la première édition. Mais eux, ils réfléchissent depuis longtemps à intégrer la chanson autochtone. Je pense qu'eux, ils ont eu la réflexion, Fred, depuis 2-3 ans. Ils ont réfléchi à ça. Comment faire rentrer les langues autochtones, tu sais? Puis, regarde, des fois, il arrive des événements malheureux, puis des fois, après, ça rouvre des portes. C'est la vie. Fait que c'est comme un peu des passages obligés, des fois, hein? Moi, je dis souvent ça. Même dans ta vie personnelle. Moi, Fred... Non, mais pour vrai. Il y a des passages obligés, même dans la vie personnelle de quelqu'un. Toi, moi, des fois, on ne voulait pas ce chemin-là, mais on a passé par là puis pour faire un gros détour pour arriver où est-ce qu'on voulait arriver. Puis je pense, le Festival de Granby, toute la polémique qu'il y a eu autour de ce qui s'est passé avec Samian, ça peut peut-être laisser la chance puis à réfléchir puis à revoir les règles de ces festivals-là puis de donner la place aux Premières Nations. Je vais te dire encore une fois, il y a du talent. Il y a du beau talent ici chez nous puis partout au Québec. On veut des noms. À part dans George, là, parce qu'on va entendre un extrait. Je ne sais pas où je vais le mettre, là, mais c'est sûr qu'on va mettre un extrait. Des noms d'artistes inou à surveiller. Regarde, moi, on a une relève ici avec Dan-George. On a le groupe Ninan qui vient de Shefferville, de la communauté, tu sais, eux, là... qui ont fait des Francs ouvertes aussi. Qui ont fait les Francs ouvertes. C'est ces deux-là qui ont été sélectionnés parmi 200 candidatures aux dernières Francs ouvertes au concours. Mais eux, ils viennent du Nord. Puis le Nord... Et rappelons pour les gens qui ne sont pas venus, là, Malottenham, Shefferville, c'est combien de temps? 367 000. 300 000. Mon Dieu, attends, ça c'est quoi? C'est 550 km à peu près? À peu près. Je marche pas à 1000, moi. En train? En train. Il n'y a pas de chemin. On peut-tu le faire en train? Les Autochtones? On peut. Ça, j'aimerais ça. Fred, il n'y a pas de chemin. Il y a juste du train. Il faut que tu vas là-bas en train si tu veux aller à Shefferville. Sinon, c'est en avion. Non, pas l'avion. La rail de train, là, elle dure à peu près, quoi, Dan? 12 heures? 12 heures minimum. Ça arrête quoi? Ça arrête une soixantaine de fois? Non, pas tant. C'est sûr. Non, Fred, c'est important, je pense, ce bout-là. Parce que tu as un train de minerais qui arrive de Shefferville. Des fois, lui, il y a comme une genre de jonction à respecter, puis de laisser passer. Faut que tu le laisses passer, puis tu parques sur le côté, tu sais. Mais il essaie
de timer ça de plus en plus, pour pas tout le temps mettre le train des passagers sur le côté, tu sais. Mais il y a le minerai qui sort, là. Ça sort, là, de Fermont, Labrador City, là, tu sais. Fait que lui, des fois, il prend la voie, toi, tu te parques, puis tu rembarques, puis tu montes jusqu'à Shefferville. Mais juste pour te donner une idée, le groupe Ninan, ils viennent de cette communauté-là, Machimekouche-Lac Zone. Puis là-bas, des groupes, ils n'en poussent pas comme ils en poussent à Ouachat-Malutenam, là. Ils en poussent aux 10 ans ou 15 ans, là. On n'en voit pas, là, à toutes les années, là, tu sais. Mais eux, ils vont porter des rêves dans leur communauté. Les plus jeunes les regardent aller, puis ils voient que ça se peut, tu sais, de se développer. Puis l'autre chose, il n'y a pas juste des chanteurs Innu aussi, là. Il y a toutes les autres, des Atikamekw. Très bons chanteurs Atikamekw. Laurent Nikwe, Pascal Ottawa, Régis Nikwe. Regarde, je pourrais t'en nommer une série, là, tu sais. Évidemment, pour les connaître, il faut les entendre. Vous menez une bataille pour que les quotas, que les radios... Mathieu, c'est toi qui mènes cette bataille-là pas mal? Moi, pour que les radios aient des quotas de musique autochtone. Ça, c'est une bataille. Je ne l'appellerais pas une bataille. Comment que je pourrais l'appeler? T'es trop zen là-dessus. Non, oui. J'aime pas ça, Fred, la confrontation. J'aime pas utiliser... Une farandole. Appelons ça une farandole pour plus de musique autochtone à la radio. Mais tu comprends-tu? Comme moi, regarde, réconciliation. Moi, j'aime mieux rapprochement. J'aime mieux ce côté-là. Le côté plus, je te dirais, moins agressant. Mais pour faire un petit bout sur les quotas des musiques autochtones, moi, j'ai eu beaucoup... Je viens d'en avoir un, là. Une discussion... Un quota? Non, je pensais que tu avais reçu un quota. Non, avec le Bloc québécois. Je viens d'avoir une discussion avec le Bloc québécois, le député de Chenot. Comment elle s'appelle? Marilyn. Je viens d'en faire une demi-heure. Comment s'appelle? Marilyn Gill. Oui, je viens de discuter de ça. Puis qu'eux, ils travaillent beaucoup pour faire approuver la loi C11 actuellement, ce qui va régir un petit peu les règles du CRTC. Puis là, moi, ce que je dis souvent, puis Florent le dit, on passait aux radios commerciales en 90. Oui, là, attends une minute. Là, j'ai appris dans mes recherches que la crise d'Oka, Florent Volant dit qu'à partir de la crise d'Oka, sa musique ne jouait plus à la radio. On est encore là. Mais c'est débile, ça. Mais regarde, ça va faire 30 ans bientôt. Fait que Cashtin... Ça roulait à planche. Non, mais je sais, je m'en rappelle très bien. J'étais au cégep à Drummondville. Cashtin ne pourrait pas popper comme ils ont poppé à l'époque avec le boycott actuel. Actuellement, on est buté. Quand même bien, Fred, que j'engagerais des pisteurs radio à 2500 piastres la shot. Mais non. Ça marche pas. C'est comme si je jetais mon argent à la poubelle. Je t'engage, pisteur radio, pisse-moi la tonne, essaie de me le rentrer dans les radios commerciales. On a de la misère avec ça, actuellement. Puis nous, des Dan Georges, des Ninan, des Matten, des Scott Pien Picard, la relève, là, ceux qui suivent Cashton en arrière, là, on a de la misère à faire rentrer nos chansons dans les radios commerciales. Puis on va se dire les vraies affaires, les radios commerciales, c'est là que les redevances sont, les droits d'auteur, puis tout ça. Fait que là, Florent, qui est notre porte-parole dans cette démarche-là, on prépare un mémoire qu'on veut déposer au CRTC à l'automne, puis leur dire ce qu'on pense. Puis Florent Volant, il l'a vécu, lui. Le boycott, il est vivant, il est là, puis lui, il l'a vécu. Puis regarde, il n'y a pas meilleure personne pour porter le dossier puis de s'exprimer face à ça, face à ce qu'on vit. Puis moi, cette démarche-là, avec Florent puis Mathieu McKenzie, je le fais pas juste pour moi. Je le fais pour Dan Georges. Je le fais pour tous les artistes au Québec qui aient cette place-là de diffusion parce qu'il y a des bonnes musiques. Il y a des bonnes musiques. Cette farandole-là, parce que tu ne veux pas parler du mot bataille, là. Cette promenade pour changer. Mais c'est que les artistes francophones le vivent aussi, parce que c'est toujours les mêmes qu'on entend. Très pop, très... Donc, c'est toute la diversité musicale sur le territoire québécois, dans le fond, qui va être gagnante de cette lutte-là. Ben oui, puis c'est ce que j'ai pu comprendre. J'ai eu quand même des appels, Fred, du CRTC. Ils sont en train de faire une refonte de tout le CRTC. C'est une refonte qui date de 91, je pense, si je me trompe pas. Ça fait longtemps que c'est prévu, cette affaire-là. Fait que là, ça fait 30 ans qu'ils n'ont pas joué dans les règles, là. Puis là, avec tout le YouTube, puis tout ça, puis le Spotify, puis tout le numérique, tout le numérique, il n'y a aucune règle, là, si je comprends bien, là, établie. Là. Fait que je pense le timing est bon. Puis là, nous,
on va être présent. Ouais. On veut parler. Ouais. On veut dire ce qu'on pense. Je pense qu'on a des bonnes idées pour essayer de promouvoir. Puis Fred, ce qui est important, c'est que moi, je le fais pas. Je le fais pour les créateurs autochtones. Oui. Ceux qui chantent en anglais, ceux qui chantent en français, oui. en Atikamekw, en Innu, en Mohawk, en Micmac. Oui. Moi, là, c'est eux que je défends. Oui. Je veux qu'il y ait une petite place. Combien? 5 Ouais. Je ne sais pas, moi, le chiffre exact. Ouais. Tu comprends-tu? Ouais. Puis sais-tu Même qu'est-ce la que- nuit. Toi, tu serais content d'un 5% la nuit. Sais-tu quoi? Ce serait un premier pas. C'est vrai. On parle de réconciliation. T'es vraiment un philosophe zen. Non, Fred, on parle de réconciliation. Ouais, Tu sais. ouais. Puis là, on peut-tu faire des vrais gestes concrets? Oui, On tout à fait. peut-tu faire quelque chose? Oui, le blabla, blablabla, ouais. mais on peut-tu y aller dans du vrai? Ouais. Puis qui va rester dans le temps? Ouais. Pas juste, tiens, une subvention, puis c'est vos beau, affaires, faites vos puis- Non, ouais. moi, j'ai mieux pas avoir la subvention, mais avoir la place, puis que ça va durer à ma mort, ça Ben va ouais. être encore là, puis Ouais. que les jeunes vont pouvoir en profiter, Ouais. puis créer, puis nos chansons vont rouler quand tu vas à Québec, puis tu rouvres une station de quelque chose. Ouais. Oups, t'entends un Dan George, t'entends un Samian, t'entends un Mathieu, t'entends un Scott Pienne. Ouais. C'est bon pour nous. Ouais. Dan George McKenzie, tu fais pas juste chanter dans la vie, toi. Non. Parce que j'ai l'impression, bon, parle-nous de ce que tu fais aussi, parce que je trouve que ça concorde aussi dans la réconciliation, dans les gestes vers l'autre. Depuis bientôt 2 ans, je suis maintenant coordonnateur aux communications pour l'organisme à but non lucratif qui est l'Institut Chagabèche. C'est quoi ça? L'Institut Chagabèche, c'est un organisme justement qui est en soutien, qui travaille pour plusieurs communautés membres, je te dirais. Ouais. Des communautés il y a 11 communautés dans la nation Innu, Ouais. je te dirais. Puis nous, on a 7 communautés qui est membre Ouais. à l'Institut Chagabèche. Ouais. Fait que nous, on desserve, je te dis, on fait la promotion, promouvoir la langue Ouais. Innu, Ouais. préserver la langue Innu, Ouais. la culture surtout aussi Innu. Ouais. Puis on soutient aussi les écoles aussi qui fait partie des écoles membres de l'Institut Chagabèche. Puis tu me disais juste avant que je pèse sur le bouton record que vous développiez des outils aussi pour les gens comme moi. C'est la beauté de la chose que j'ai remarqué depuis 2 ans à l'Institut Chagabèche. Tu sais, aujourd'hui, comme je parlais plus tôt, chanter, c'est la garder vivante, premièrement pour les Noémoun. Ouais. Puis moi, avec les outils que j'ai remarqués qu'il y avait de présent à l'Institut Chagabèche, mon ami, on pourra le dire, c'est malade, dans le sens que les gens ne connaissent pas les outils pédagogiques qu'on a à l'Institut Chagabèche, puis d'en faire la promotion via notre page de l'Institut Chagabèche, sur tout le site de l'Institut Chagabèche, c'est des outils que je pourrais dire très, très utilisés, qui devraient être encore beaucoup plus utilisés du côté autochtone. Ouais. Si je parle un exemple de l'application qu'on a sur Apple Store, qu'aujourd'hui tout le monde connaît. Oui, tout à fait. Conversation Innu. Oui. Tu sais, Conversation Innu, qui est des thématiques. Ça, c'est une beauté de la chose qui est sortie il n'y a pas longtemps. Des thématiques sur les salutations, les voyages, la température. Tu sais, si quelqu'un se demande comment on dit comment ça va, mon ami, ben, on va les trouver dans Conversation Innu. Puis pour les enfants aussi, qui est agréable à dire, hey, j'en mange, je suis amoureux de parler de ça. On a le Mais temps. les enfants là-dessus, là, ils peuvent jouer au jeu. Puis c'est sûr que tout le monde va avoir un 10 sur 10 sur le choix de réponse en question. Mais là-dessus, là, c'est pas ça le but, là. Non, mais c'est pas le but, mais je veux dire, tu sais, ils vont être fiers, justement, de prendre la peine de voir cette application-là, puis de jouer avec lui. Puis je sais pas, moi, Paul, ou toi, Fred, qui vous compétitionnez entre vous deux pour savoir c'est qui va avoir la meilleure note au quiz question de comment qu'on dit température ou mais tout ça. c'est fou, Dan George McKenzie, parce que ça, ben des Québécois le font avant d'aller dans le Sud. Oui. Pour le petit voyage d'une semaine. De comment je vais dire où sont mes valises. Puis on pense même pas à le faire pour nos voisins. Parle dans le micro. Oui, exactement. Regarde. Non, mais on va mettre les liens. Tu m'enverras les liens pour tout ça. Je vais les mettre sur la page Facebook de la balado pour que les gens, les auditeurs, aillent voir ça. C'est sûr. C'est super intéressant. Je vais t'envoyer le code QR. Ah, ben oui, c'est encore mieux. On est rendu là-dessus. Ben oui, c'est encore mieux. La culture Innu, elle se déploie, outre la musique, elle se déploie comment?
Ben, pour notre part, je te dirais que l'Institut Agapesh beaucoup fait de préserver la culture Innu. C'est de transmission en transmission. Ouais. Je te parlais tantôt que chez nos aînés, mes grands-parents parlaient beaucoup l'Inuimun. Nous, c'est sûr qu'on va consulter les communautés, que ce soit même aussi Mathieu qui va montrer à son prochain, qui est ses garçons et tout, de montrer la culture Innu que chaque communauté a par chez eux. Fait que déjà là, la beauté de la chose, moi, je remarque beaucoup à l'Institut Agapesh, c'est que comment qu'on apprête, je sais pas, un caribou ou comment qu'on fait des raquettes, chacun a leur manière. Mais la beauté de la chose, nous, après, c'est de faire cette belle promotion-là, de le montrer aux autres communautés qui n'ont pas la même approche à faire ça. Fait que c'est des voyages, pas des voyages, mais je dirais des séjours culturels dans les communautés, dans le bois. Au niveau de l'école aussi, là, commencer jeune aussi, c'est comme ça que ça se vit ici dans les communautés. Beaucoup de séjours, même des gens qui s'en vont se ressourcer, font des partages et tout. Puis on n'entend que des bons commentaires, je crois. Quand tu ressors de là, tu sors de là bronzé, plein de piqûres de mouches, mais en amour avec la culture. Puis tu sors vraiment de tous les gadgets qu'on a aujourd'hui. Ouais. Puis cette pression-là des gadgets, est-ce qu'elle est forte dans la communauté Innu? Je vais rajouter une affaire. Tantôt, Mathieu parlait de musique et tout, puis toi aussi, tu parlais de musique. Tu venais juste de parler aussi de voyage, que les gens se pratiquent avant d'aller dans un pays chaud. Moi, j'ai remarqué beaucoup de choses, dans le sens que tu sais, il y a beaucoup de gens qui vont chanter, admettons, une chanson en espagnol. OK? Puis, tu sais, admettons, des mots... on va dire vivre solamente d'amour. Mettons un exemple de même. Mais tu sais, je sais-tu ce que je dis? Non. Pas vraiment. Mais je le dis. Même en anglais, je te dirais. Exactement. Mais nous, on aurait une fierté. Même si nos mots sont un peu plus compliqués à prononcer que d'autres, mais une fierté que des allochtones voyagent. Baragouine de l'Innu. Elle part d'une telle destination à destination, puis qui baragouine, justement, qui fredonne nos chansons. C'est ça, un des rêves. Moi, c'est ça que je veux. Y a-tu un son Innu? Ben, le son, nous autres, elle est basée beaucoup sur le Tewagan. Nos ancêtres jouaient ça. C'est quoi ça, le Tewagan? Tewagan, c'est un tambour traditionnel. Là, on l'a c'est pas celui où la... moi, j'avais l'impression de commettre une injure. Ma console est sur un tambour. Ça c'est plus, je te dirais, plus un tambour. Il faut la respecter. Là, oui. Je sais pas. Je le vois, le tambour. Mais ça, c'est dans le sens où. En passant, c'est pas mon idée de mettre la console là-dessus. C'est le mien. J'aurais jamais osé. Non. Ça, c'est comme. Il y a des fois, là, comme tu vois, là, c'est du maître Chana, là. On le voit, là, c'est fait en Chine. Là. Il y a des trucs. Je dis pas. En même temps, toi, j'imagine, t'aimes tout le monde, t'aimes les Chinois aussi. Ouais, regarde, dans le sens, Fred, il y a des produits que, ils reproduisent. Ça vient de la... Tout ce qu'on porte quasiment vient de la Chine. On va se dire les vraies affaires. Mais juste pour te dire, nous, le tambour traditionnel, lui, je ne l'ai pas là, en photo. Là, je l'ai un en bas. Là. Mais lui, il est... C'est vrai, ça. Il ne faut pas toucher, Fred. Non. C'est les aînés qui touchent à ça. Puis on faut pas trop... il faut avoir rêvé. Il y a toute une démarche spirituelle face à ça. Puis nous, le son, le beat qu'on fait provient beaucoup de ce que nos aînés, nos arrière-grands-pères faisaient. Où est-ce qu'eux, ils drummaient là-dessus après une bonne chasse. Quand ils faisaient une bonne chasse, ils réussissaient à attraper le caribou parce que ça prenait des nuits, des jours, des nuits, des semaines en raquette pour réussir à... Tu voyais les pistes, mais il fallait que tu l'attrapes. Puis là, c'était long là, en raquette. Là. À l'époque, là, 100 ans, 150 ans en arrière. Là, je te parle 200 ans en arrière. Là. Fait que quand ils réussissaient à tuer puis à ramener toute cette belle viande-là pour les familles, pour passer à travers l'hiver, il y avait une grosse fête. Puis c'est là que ça s'appelle le Mokushan. Puis là, les aînés, ils drummaient là-dessus pour remercier le Créateur, puis tout ça, pour avoir réussi à tuer ce caribou-là ou ces caribous-là, parce que tu pouvais en poigner plusieurs. Là, Puis y a-tu une structure rythmique particulière?
Ben, c'est ce qu'aujourd'hui, c'est sûr qu'on innove. Hein? Ouais. Je suis capable de dire que quand on parle que Manhattan fait un chambre à coucham, ou moi-même, quand j'en ai fait un au Francouverte, je leur dis que je fais une adaptation d'un chant traditionnel. Mais ça reste que c'est inspiré de... Oui, d'un tambour des chants. Et vous poursuivez. Oui, on le modernise un peu. Mais reste que la filiation est là. Oui, puis tu l'as dit aussi avec le rythmique aussi. J'imagine que ça va avec l'ambiance, justement. Ouais. Je dis pas, mettons que la chasse a été super bonne, tu sais, on y va aussi avec l'ambiance qu'il y a autour, là, tu sais. Ah ben là. Puis là, il va montrer qu'on est content d'être avec vous autres, là. T'sais, ça se sent, là. C'est un rythme très comme que nous, on reprend par ce qu'on a entendu. Ouais. Entre autres, le grand-père dans le George, Alexandre McKenzie, c'en est un aîné qui joue. Il n'y en a plus beaucoup maintenant. Okay. C'est ça, des fois, je me pose des questions. Ouais. Quand ces aînés-là vont partir pour aller en haut dans les cieux, il n'y en a plus beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait, nous? Ouais. Des fois, je me pose cette question-là. As-tu envie, Mathieu McKenzie, des enregistrer? Je les ai déjà. Ouais, je les ai déjà enregistrés. Moi, je suis un grand fan de musique trad québécoise. Pas toutes, mais entre autres des Charbonniers de l'Enfer. Oui. Qui, eux, Michel Faubert... Oui, je les connais. Mon ami Michel. Se promènent partout dans les villages, puis ils vont enregistrer les vieux qui ont un répertoire, puis qui n'est pas écrit, qui vient de la culture orale. J'imagine que c'est un peu la même chose chez les Inuits. Ça passe beaucoup par l'oral, la culture. Oui, exact. Et ils enregistrent ces messieurs-là pour archiver ces chansons-là, pour pas qu'elles se perdent quand ces vieux-là vont mourir. Oui, puis on n'en reste pas beaucoup dans le genre. Hein? Vraiment pas. Puis je peux rajouter l'information qu'à l'Institut Chagabel, justement, j'imagine que... autant dans les musées régionaux aussi ailleurs autochtones, conserve. On a des archives, on a des histoires orales, justement, pour conserver, justement, ces belles histoires, récits vécus par les aînés d'autrefois. Puis tu parlais de chants autochtones aussi, de chanteurs de traditionnels tambours, Tewagen. C'est des choses que nous, on a été approchés, justement, pour faire un coucou à tous ces joueurs de tambour-là. Puis d'établir une certaine stratégie pour la suite, pour l'avenir, justement. On a le souci de savoir qu'est-ce qui va se passer, justement, quand ces personnes-là vont aller aux cieux, vont nous quitter, je dirais. Pas qu'on le souhaite de bonheur, mais en fond, il y a une stratégie qui doit être pensée, justement, pour conserver le tout. Ah ben voilà. Oui, c'est ça un tambour traditionnel. C'est fait de peau de caribou. Puis ici, avec le frame, il est fait en bolo, là, puis ça, là... Tu peux pas jouer. Non. Il faut rêver. Et le construire, il faut que ce savoir-faire-là perdure aussi. Je vais juste comme donner un peu d'information aussi. Comme il a raison, Mathieu McKenzie, pour dire qu'il faut le rêver. OK? Mais je vais quand même raconter une histoire que les aînés aussi sont au courant. Qu'on est comme en... Je dirais, on repère beaucoup, je dirais, au niveau de tous les joueurs de tambour qui l'ont rêvé. C'est pas tout le monde qui peuvent jouer du tambour. Tu te dois d'avoir l'approbation de l'aîné en question parce que, un exemple, je connais quelqu'un qui n'a pas rêvé au caribou. Mais lui a eu l'approbation de son père. En sachant justement où est-ce qu'on est rendu l'état de la situation des joueurs de tambour, puis il y a eu l'approbation. C'est comme un genre de comité de joueurs de tambour dans tout le respect qu'ils ont eu envers. Peuvent permettre. Mais ça, faut que tu passes par le comité, justement. Je comprends. C'est vraiment... c'est pas une partie de plaisir juste pour taper. Là. C'est une passation, là. Oui, exact. Fait que ça, là... Puis quand tu la reçois, c'est une mission, là. Je veux dire, ça change ta vie. Ben oui, parce que là, nous, on ouvre, tu le sais... On ouvre tous nos événements par un chant traditionnel, nous. Quand on fait des colloques, quand on fait des mariages, quand on fait tout ce qu'on fait comme rassemblement, il y a tout le temps un joueur de tambour qui va ouvrir soit la soirée, soit l'événement pour remercier qu'on est là ensemble, en bonne santé, parce que quand il est là, le chanteur, là, après ça, la soirée se déroule bien, il va bien, on est joyeux, puis on est fiers d'être Inuits, on danse au son du Tewagen. Messieurs, merci.
C'est un premier contact. Mathieu, tu es sûr que tu as quelque chose? Tu veux rajouter quelque chose? Moi, ce que j'aimerais dire, je suis content, Fred, que tu sois venu, puis de nous aider. Puis je viens modestement parce que je connaissais rien, puis je veux pas dire de niaiserie, puis je vais sûrement revenir, de toute façon. Moi, je veux te dire quelque chose, Fred. Je veux te dire merci de nous aider à véhiculer le bon message. Ouais. Pas celui on voit aux nouvelles, puis à TVA, puis tout ça. Bon. Tu comprends-tu? Attends une minute, ça c'est intéressant. Oui. C'est quoi? Comment tu le perçois, ce message? Moi, là, regarde. Y a des affaires qui te gossent. Ben, actuellement, parce que j'ai l'impression que des fois, on est dans le... Là, je vais te dire peut-être une niaiserie. On est dans le Indian washing. Tu sais, comme le greenwashing, là. On fait semblant que l'environnement, c'est important, mais on s'en torche un peu. Ouais. Avez-vous l'impression, des fois, d'être des tokens? Ben, moi, là, je vais te dire une chose face à ça. Moi, des fois, ce que je vois, là, nous, on voit là, des vendeurs de cigarettes, de ci, puis de ça, là, tu sais. Puis, tu sais, quand tu viens chez nous, regarde, Fred, tu marcherais ici, là, sur la rue d'Église, là. Oui. Tu aurais des bébés ici. Oui. Même si tu es un allochtone, il n'y aurait pas personne qui crierait ici, là. Il te dirait « Bienvenue à Mayotenam ». Tantôt, au 3 mois café à Sept-Îles, il y a un monsieur, un Inou, qui me dit « Hey, Fred Savard est là, je pense qu'il écoute cette année-là. » Puis je me dis, j'ai des fans chez les Inuits, c'est malade, j'avais hâte de venir. Puis on est du monde. Fait que je vais signer des autographes tantôt, c'est ça que tu me dis? Fred, on est accueillant. On est accueillant. Ouais. On traite bien nos invités. Ouais. On leur fait à manger. On leur offre du thé, comme moi j'ai fait. Oui. Comme nos grands-pères, nos ancêtres faisaient. Bienvenue chez nous. Tu veux-tu un thé chaud? Si j'aurais de la bouffe, là, on va être en... T'as même pris ta douche tantôt pour être propre pour l'entrevue. Puis, sais-tu quoi? T'es en chest tantôt. Ouais. Puis on est dans la période de chasse d'otards en ce moment. Oui. Puis regarde, Fait que tu serais supposé d'être là? Oui, l'outarde. Puis dans 2 semaines, c'est le saumon de la rivière Moisy. C'est bon, ça, de l'outarde? Hey, super. Je n'ai jamais mangé. C'est bon en tabarouette. Un peu de sel là-dedans, là, puis 2-3 heures au four à 250. Là. Ouais, hein? Aïe. Mais moi, ce que je veux te dire, frère, je veux te dire merci de venir à notre rencontre, puis de nous permettre de parler, puis de dire qui nous sommes vraiment de l'intérieur, pas de l'extérieur, par les gens de l'extérieur. On est chez vous ici, là. On est chez nous, tu viens chez nous, on parle, on discute avec tous les différences qu'on a, toi et moi. Tu sais, toi, t'aimes le noir, moi, j'aime le rouge, dans le Georges, le bleu, le blanc. On est là ensemble pour discuter, puis se respecter dans la façon dont on voit l'avenir, puis les choses, puis la langue inou, la culture inou, le rapprochement, tout ça avec nos opinions différentes. C'est ça la beauté de l'humain, de l'être humain. C'est de se respecter avec nos forces puis nos faiblesses. Merci, Mathieu Mackenzie. Dan-Georges Mackenzie, merci vraiment. Oui, je te remercie beaucoup aussi, Fred, d'avoir passé ici à maintenant. Puis je suis bien content qu'on a pu échanger justement sur toutes les réalités de ce qu'on veut faire. On a effleuré, mais quand même, c'est un début. Ben, tout ça, puis de savoir qu'on va être entendu encore à Montréal. Oui, puis, partout, j'ai du monde qui nous écoute en France aussi. Là. Pas juste des Montréalais. Là. Fait que moi, je salue toute la gang, puis bien content de nous avoir écoutés. Super. Merci. Merci, Fred. Alors, Steve Dubreuil, bonjour. Oui, bien le bonjour. Merci de nous accueillir au Vieux-Poste. Ça fait plaisir par une journée grisâtre. Oui, c'est la première de tout le périple. Sinon, il a fait très beau. Vous êtes anthropologue? Oui, c'est ça. Anthropologue, archéologue de formation. Chercheur? Oui, j'ai fait beaucoup de terrain dans les années de mes études, suivant mes études. Puis maintenant, je suis associé au Musée régional de la Côte-Nord depuis une vingtaine d'années. Et là, vous êtes à la balado parce qu'évidemment, on est en territoire inou. Puis moi, je voulais qu'on ait une perspective anthropologique, si on peut dire, pour que vous nous relatiez la rencontre, en fait. Qui était là avant que les Européens arrivent? Quand les Européens sont arrivés, à quel moment? Il y a eu plusieurs phases, en fait, de ce que j'ai compris dans mes lectures, mais là, je voulais avoir un spécialiste. C'est ça, le développement de ces relations-là, comment ça s'est passé. Fait que, si on parle de la Côte-Nord avant l'arrivée des Européens, qu'est-ce qu'on peut dire? On va faire un grand saut dans l'histoire. Hein.
on a relevé par l'archéologie au-delà de 8000 ans d'occupation amérindienne sur la côte. Ouais. Évidemment, il y a des groupes qui ont précédé les Inuits. Oui, c'est ça. Les gens de différentes traditions culturelles, par exemple, les gens de la tradition archaïque maritime qui, eux, provenaient des régions maritimes du Canada, qui ont fréquenté le Labrador, la Basse-Côte-Nord, qui ont laissé de multiples traces là, le long de la côte. Des groupes qui sont venus de l'amont du Saint-Laurent ensuite. Si on avance à l'époque des grands contacts, bien évidemment, les Inuits sont présents d'un bout à l'autre. Il y a aussi les Iroquois établis dans certains villages là, de Stadacone, Hochelaga et sur la côte dans la région à l'est de Québec qui fréquentaient l'embouchure du Saguenay. Jacques Cartier les rencontre. Ils sont là pour chasser le beluga. Et là, je lisais dans Le Peuple rieur de Serge Bouchard que Jacques Cartier n'est pas très intéressé par la Côte-Nord et c'est pas mal ce qu'il voit en arrivant. Ben oui, absolument. C'est la porte d'entrée. Hein. Donc, son premier voyage en 1534, il l'aborde par le détroit de Belle-Île, donc entre le Labrador et Terre-Neuve. Et là, ben, je peux pas m'empêcher de citer sa fameuse description de la terre que Dieu donna à Caïn. Ouais. Lui, il la voit... Donc une terre de roche, une terre aride, une terre de mouches noires. Et surtout, je crois, parce que lui s'inscrit dans une tradition agricole de par des générations, une terre très peu fertile. Donc, je pense que pas intéressant. Pas intéressant. Pour un Européen. Avec ses lunettes de l'époque. De l'époque. Oui, on ne peut pas le juger. Oui, mais paradoxalement, dans les années qui suivent, c'est la ruée vers la Côte-Nord. Hein. On s'intéresse aux poissons, à la morue, très rapidement. Dès 1503, 1504, on a des mentions de présence de navigateurs bretons, normands, entre autres. C'est pour ça que les Inuits sont très curieux quand Jean Cartier, ils aperçoivent les navires, mais c'est pas la première fois du tout qu'ils voient des bateaux et des gens venus d'ailleurs. Non, absolument. Dans l'équipage de Cartier, il y a des pêcheurs qui sont venus quelquefois. Donc, on est au large, on nomme les endroits. Ça, c'est Cap-Rouge, en référence à une falaise au nord de Terre-Neuve. L'île de Belle-Île, Blanc-Sablon, c'est du connu pour plusieurs de ces pêcheurs-là. Et une preuve encore plus flagrante, c'est qu'on va croiser un peu à l'ouest de Blanc-Sablon un navire de pêcheurs bretons qui recherche Brest. Brest, c'est un havre où on peut s'approvisionner en eau douce et en bois. Donc, ces gars-là, perdus, vont demander à l'équipage de Cartier où est Brest? Là, on parle pas du Brest en Bretagne. Non, mais c'était une pratique qui s'exerçait beaucoup à l'époque des pêcheries européennes de renommer des lieux américains en hommage à des lieux français ou anglais. Et là, on parle beaucoup de la Fondation de Québec avec Champlain. Là, on fait un saut encore un peu dans le temps. Non, juste avant ça, le territoire Innu. Québec, est-ce que Québec est un peu l'origine de la culture? De ce que je lisais, encore une fois, dans Le Peuple rieur, en fait, Serge Bouchard semblait dire que Québec est peut-être le berceau des Inuits. Je n'irais pas dans ce sens-là, mais certainement que Québec faisait partie de leur territoire d'exploitation. D'ailleurs, dans les premières années d'existence de Québec, il y a des montagnais, comme on les appelait jadis. Oui, à l'époque, on les appelait des montagnais. Ils fréquentent encore les lieux, on y pêche l'anguille. Québec fait partie du décor, c'est un lieu important, effectivement. Donc, au fil des générations, le territoire Innu va s'amoindrir, si on veut, pour peut-être couvrir du Saguenay vers l'est. Mais effectivement, la grande région de Québec faisait partie des aires d'exploitation des Inuits, tout comme une certaine partie de la rive sud. Entre autres, le Bas-Saint-Laurent était fréquenté à l'occasion par les Inuits. À Rimouski, entre autres, on a des récits d'un missionnaire qui accompagne des familles au sud de Rimouski pour la chasse à l'orignal. Et les Inuits aussi traversaient à Terre-Neuve. Donc, ça, c'est des points beaucoup moins connus. Mais disons que leur aire d'exploitation, leur territoire, leur cours, les confins de leur cours les ont amenés à déborder la Côte-Nord. Pour eux, c'est le Nitassinan. Voilà. C'est ça. Qui va jusqu'au Labrador. Exactement, jusqu'à la limite forestière. On est presque au pays des Inuits à ce moment-là. De l'Atlantique au grand bassin du lac Saint-Jean jusqu'à Québec, avec des petites parcelles du sud, incluant Anticosti, évidemment. Oui. Bon, donc, Fondation de Québec, on a l'impression que c'est un moment extrêmement important, mais dans les faits,
c'est plus ou moins vrai. Il y a eu quelque chose d'extrêmement important quelques années avant et la Fondation de Québec pourrait être liée à ça. Oui, c'est ça. On fait sûrement référence à la tentative de Pierre Chauvin de Tontuy. Donc, on est à Tadoussac en 1599. Oui. Donc, à la toute fin du 16e. Et c'est la première tentative d'implantation à l'année d'un groupe le long du Saint-Laurent. Oui. Tontuy est là avec une douzaine de comparses plus fous les uns que les autres, de s'embarquer là-dedans. Vous allez comprendre, c'est qu'on ne connaît pas le territoire, mais chose certaine, il y a une présence d'Autochtones qui ont des fourrures à proposer. On est au balbutiement du commerce des fourrures. On va choisir Tadoussac comme lieu d'implantation, mais ça va très mal tourner. Donc, à l'automne 1599, tous les Inuits repartent sur le territoire. C'était leur façon de faire. Pas question, excusez l'expression, de le glander sur le bord de la mer. C'est des nomades. Hein? C'est des nomades. On retourne vers les troupeaux de caribous. On remonte le Saguenay, le lac Saint-Jean par différentes sources. Ce qui fait que notre équipée française va trouver l'hiver très long. Le scorbut cogne à la porte. Et puis, on va espérer, pour les quelques survivants, espérer le retour des premiers navires de France au printemps. Ça va s'effectuer, mais je crois qu'il reste 3 survivants sur la douzaine qui a fait cette tentative-là. Donc, ça va marquer une pause dans ces tentatives de peuplement le long du Saint-Laurent. On va détourner notre attention vers l'Acadie, Port-Royal, etc. Et là, Champlain apparaît dans le décor. Et c'est seulement, comme on le sait très bien, en 1608 qu'on revient vers le Saint-Laurent. Mais en 1603, à Tadoussac. À Tadoussac, la Grande Alliance. Voilà. Oui, donc il y a eu une rencontre. J'ai fait des recherches pour paraphraser Lucie Laurier. C'est un moment très important. Géopolitique marquant. Salutations à Lucie. Oui, je nous écoute pas. Non, mais Tadoussac, c'est pas un hasard, là. C'est un lieu extrêmement important. Tout à fait. Pour les Autochtones, pas seulement les Inuits, mais c'est un lieu de rassemblement. Voilà. Moi, je me plais dans mes interprétations à comparer Tadoussac à Wall Street. Ah bon, voilà. Donc, Tadoussac était le Wall Street de la Nouvelle-France en croissance, si on veut. Donc, depuis des générations et avant même que le premier homme blanc et barbu apparaisse au large des côtes américaines, Tadoussac est un lieu d'échange extraordinaire. Il y a des dizaines de nations qui s'y donnent rendez-vous. Du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Tadoussac, pourquoi? L'embouchure du Saguenay, dans l'estuaire du Saint-Laurent, stratégiquement parlant, c'est l'endroit où ça se passait. Donc, il pouvait y avoir des nations qui provenaient d'aussi loin que la côte est américaine, Chesapeake Bay, d'aussi loin que les prairies canadiennes, le Grand Nord québécois. Les Grands Lacs aussi. Les Grands Lacs. Et moi, j'aurais vendu ma mère pour voir ce qui se passait là. Qu'on salue aussi. Donc, oui, c'est ça. Ça devait être extraordinaire. Oui, parce que ça dure c'est sur plusieurs jours. Tout à fait. Je pense qu'il ne faut pas imaginer le commerce comme nous, on l'imagine dans nos yeux européens ou eurasiens ou occidentaux. Là. C'est pas en même temps, il y a des similitudes, mais c'est aussi des festivités. Aussi, il y a plusieurs représentants de chaque nation aussi. C'est pas des chargés de projet uniques. Et il y a une hiérarchie aussi. Les Inuits sont un peu... En tout cas, de ce que j'ai lu, sont un peu les kingpins un peu du Wall Street autochtone, si on peut dire. Pour la simple et bonne raison qu'ils sont les premiers rencontrés par les Européens qui traversent. Donc, on aborde soit par la Basse-Côte-Nord, soit par le sud de Terre-Neuve, où les Micmacs sont, mais les Inuits sont les premiers qui voient passer ces navires extraordinaires chargés de ressources qu'ils sont tout autant. Donc, on veut un peu conserver ce rôle-là d'être aux premières loges. Et cette situation économique-là va se répéter au fur et à mesure que les Européens, les Français se déplacent vers l'ouest. À un moment donné, les Inuits vont inventer des histoires pour empêcher que les Européens remontent le Saguenay. C'est dangereux, n'allez pas là. L'histoire va se répéter sur l'Outaouais plus tard avec les Algonquins. Champlain veut remonter. Non, dangereux, n'allez pas là. Mais d'un point de vue économique, c'est simplement parce que ces nations-là, qui sont loin d'être folles, veulent être premières au premier rang du commerce. Et là, Henri IV, qui est roi de France, envoie des hommes pour sceller cette alliance-là. Lui, il n'est pas du tout...
n'y a pas l'approche des conquistadors en Amérique du Sud. Là. On n'est pas dans cette logique-là. Exactement. Sans vouloir, on verra plus tard que il y a eu des choses moins agréables, mais on est quand même dans une certaine ouverture envers les nations qu'on croise. Exactement. Puis, au contraire de ce qui s'est passé un peu plus au sud, l'importance agricole est beaucoup moindre. Oui. Donc, ce qui intéresse les Européens, les Français ici, après la morue, c'est la fourrure. Oui. Mais la fourrure, elle ne pousse pas dans les arbres. Ça nous prend des gens pour nous l'amener. Oui. Et ces gens-là, sont de différentes nations autochtones. Oui. Donc, c'est sur cette prémisse-là que vont se créer des alliances, très célèbres alliances de 1603 à la Pointe aux Alouettes, donc du côté ouest du Saguenay, où là vont participer, entre autres, des Montagnais, des Algonquins, d'autres nations présentes. Et c'est un peu un acte de naissance de la Nouvelle-France, dans le sens où les Français vont porter, vont prêter alliance, vont prêter serment de poursuivre le commerce, de protéger les Montagnais, entre autres, de l'ennemi iroquoien ou iroquois, mais de façon intéressée aussi, en espérant compter sur leur contribution à ces Autochtones-là au commerce des fourrures, entre autres. C'est Pont-Gravé? Oui, François Dupont-Gravé. Qu'est-ce qu'on peut dire de lui? C'est un personnage qui est un peu controversé. Pourquoi? Il faut se remettre au contexte européen où on a une guerre là-bas entre protestants et catholiques. Oui. Donc, d'une année à l'autre, ceux à qui on confie le pouvoir de développer la Nouvelle-France sont soit d'une chapelle ou de l'autre. Ah oui. Donc, ça va créer certains conflits. J'imagine que c'est un protestant, Pont-Gravé? Si ma mémoire est bonne, oui. À moins que je me trompe. Oui. Et Champlain est son adjoint. Oui. En 1603. C'est ça. Et là, on dit que cette tabagie, on appelait ça comme ça, en fait. Ouais, faire tabagie. En fait, Champlain se rend compte qu'ils c'est des fins finaux, les Inuits, là. Et en fait, des interprétations prétendent, et je pense que c'est-tu Denis Delage qui prétend que la fondation de Québec par Champlain visait à un peu inverser le rapport d'échange qui s'était constitué en 1603. Il trouvait que peut-être que Tadoussac était trop avantageux pour les nations autochtones et de créer Québec pas très loin, ça c'est une hypothèse de Denis Delage, ça changerait le rapport de force. Oui, c'est intéressant aussi. Puis au simple point géographique aussi, Tadoussac avait ses limites. Tadoussac avait ses limites. Pourquoi? C'est un endroit où la navigation n'est pas nécessairement possible toute l'année. Ouais. C'est un endroit où on peut difficilement imaginer une colonie. C'est un endroit qui est quand même très distant des sources premières d'approvisionnement en fourrure, plutôt vers les pays d'en haut, les Grands Lacs. Puis là, le choix de Québec s'est avéré incontournable. Ouais. Dans La conquête de l'Amérique d'Arthur Lamotte, on parle de la proclamation royale de 1763 de Georges III, qui, et je pense que c'est Rémi Savard, l'historien, qui en parle en disant que c'est un des documents les plus égalitaires qu'on a jamais connus et qui aurait été inspiré de l'entente de 1603. OK. Est-ce que c'est quelque chose qui est vérifiable ou on sort de l'expertise de l'anthropologue? On sort de l'expertise. D'ailleurs, j'ai une pensée pour Rémi, qui a été un de mes profs à l'Université de Montréal. Et, toujours vivant? Non, il est décédé il y a quelques années, malheureusement. Oui, mais j'avoue, dans le film, il ressort. Ouais. On sent le scientifique vulgarisateur. Tout à fait. Un pionnier. Rémi... D'ailleurs, Serge Bouchard le cite beaucoup dans Le Peuple Rieur. Je fais partie d'une poignée d'étudiants qui sont nés par ce que lui nous a écrit, relaté, raconté. C'est un personnage, un être humain fabuleux. Bon, la suite des choses dans les rapports avec les Inuits et les Européens, qu'est-ce qu'on peut dire à partir... Bon, là, on a vu que Québec est fondé en 1608. Rapidement, l'entente ne sera pas toujours respectée. Les Inuits vont se sentir un peu... peut-être que floué n'est pas le bon mot, là, mais la bonne entente ne perdure pas très longtemps. C'est qu'on
on va profiter des premières années du commerce, hein? Les premières années au tout début du 17e. On est aux premières loges, c'est à Tadoussac que ça se passe. Mais bon, tranquillement, le pôle du commerce se déplace vers Québec. Oui. Donc, les Inuits perdent un peu leur privilège. Oui. Et c'est un peu comme ça là, que le nouveau rapport de force va s'établir. Oui. Donc, les Inuits vont continuer à jouer un rôle dans le commerce des fourrures, mais ils sont un peu excentrés maintenant. La grande majorité des fourrures, à l'avenir, pour les décennies qui suivent, arrivent des Grands Lacs. Et là, ça nous ramène au chapitre qu'on connaît bien, des coureurs de bois, où les compagnies vont, elles-mêmes, envoyer des marchands sur le territoire. Tandis que sur la côte, c'est les Inuits eux-mêmes qui approvisionnaient les postes de traite en fourrure. Ceci dit, la traite va beaucoup mieux s'organiser sur la côte. Entre autres, le gouvernement colonial va créer un énorme territoire qu'on appelle le domaine du roi. Et donc, ce territoire-là, qui s'étendait de l'île aux Coudes vers l'est jusqu'à la région de Sept-Îles-Moisies, jusqu'au-delà du bassin du lac Saint-Jean et à une certaine époque va englober le Bas-Saint-Laurent. Donc, un énorme morceau du futur Québec qui est dévoué au commerce et strictement au commerce des fourrures. On va voir différentes compagnies gérer un chapelet de postes le long de la côte. Tadoussac demeure le poste principal sur la côte, mais on va en voir apparaître aux îles Jérémie, pas très loin de Forestville, Manicouagan, Sept-Îles. On est d'ailleurs sur le site vers la Mingani aussi, donc Mingan, Atashquan, et sur la basse-côte, quelques postes. Dans les belles années, il y avait à peu près une dizaine de postes qui étaient opérationnels. La plupart sont à l'embouchure des grandes rivières que les Inuits fréquentent depuis des lustres. Voilà, des rivières à saumon. Donc, c'est pas un hasard si les marchands français choisissent les embouchures des grandes rivières pour s'établir. C'était un lieu de rassemblement naturel pour les Inuits depuis toujours. Là, on est dans le poste de traite? Oui, on est au vieux vieux poste de Sept-Îles. Ouais. Quelques mots là-dessus, parce que c'est un endroit qu'on peut visiter. Oui, c'est un Il y a des spectacles. Site. J'ai déjà joué avec des apartistes au début, parce qu'on vient... C'est pas une grande salle, là, la chapelle, grande quoi? Une cinquantaine en forçant. C'est très chaleureux avec 50 personnes. Oui, tout à fait. Mais c'est plaisant de savoir que tu es passé par ici. C'est un site qui a été reconstruit en 66-7 pour fêter le centenaire du Canada. Une reconstitution donc basée sur des découvertes archéologiques, sur la tradition orale des Inuits et sur des documents d'archives. Là, on est en territoire Innu. On est en territoire Innu. C'est la communauté de Ouachat qui nous entoure. Le site même du Vieux-Poste est sous gestion de la ville de Sept-Îles, mais avec partenariat avec le conseil de banque. Donc, à titre personnel, moi ici, je contribue à la sélection, à la formation des guides animateurs qui sont là pendant l'été. On a toujours un noyau d'Inuits. Et ça, c'est non négociable. Eux doivent être là pour parler de leurs histoires propres. On n'est pas là pour les paraphraser. Donc, il y a une belle dynamique qui se crée. D'ailleurs, ça a été ma première job étudiante ici. Il me garde encore, donc c'est bon signe où je n'ai pas trouvé la sortie. Mais bon, je sais que moi, comme je me rappelle, quand je suis venu avec les apartistes, c'était plus tendu. C'est ce qu'on me disait. Entre les Inuits et la population blanche. Mathieu McKenzie me disait qu'il y a eu une... Parce que lui, c'est à cette époque-là qu'ils ont commencé à organiser des spectacles où ils invitaient des artistes francophones québécois à Maliotenam. Et il dit ça a vraiment changé. Parce que j'imagine que de raconter ce qui s'est passé, les versions... Il y a un choc, en fait, dans les versions. On est beaucoup... Les Européens, la tradition européenne est beaucoup dans les écrits, alors qu'on sait que la culture inuit est une culture orale. Est-ce que il y a encore des malentendus par rapport à ça, ou il y a la cohabitation et la fréquentation des deux traditions a fait en sorte que les deux groupes se retrouvent et se sentent à l'aise dans ce qui est dit et raconté? C'est le jeune Sétilien qui va vous parler. Donc moi, je vous mentionnais, j'ai grandi ici. Mon école primaire était adjacente à une école primaire Innu, avec une clôture en frost entre les deux. Moi, en deuxième, troisième année, qu'est-ce que je faisais à la récréation? On suivait les grands de cinquième. On allait au bord de la clôture, puis on pitchait des roches aux Indiens. Puis on leur criait des noms. Pourquoi? Parce qu'on est suiveux, parce qu'on n'a pas de jugement, parce qu'on est innocent, etc. Et je suis devenu anthropologue. Il y a quelque part, il y a eu un nouveau sentier d'emprunter. Puis, je suis revenu dans le coin là, depuis une vingtaine d'années, et je peux absolument, sans l'ombre d'un doute, dire qu'il y a eu d'extraordinaires améliorations, des ponts qui se sont ouverts entre les deux communautés à tout point de vue. À tout point de vue, l'économie,
la santé, la culture, évidemment. Il y a quelque chose d'extraordinairement motivant au point de vue des arts, de la littérature autochtone et Innu en particulier. Je ne vous nommerai pas toutes les autrices qui font la vedette. Il y en a plein. Il y en a plein. On dirait que les gars, eux, c'est plutôt par la musique, la guitare, le chant qui se manifestent, qui prennent leur place. Je vais poser une question qui est peut-être idiote, mais la littérature, tu sais, pour avoir reçu Jonathan Livernois à la balado où on a parlé les débuts de la littérature québécoise au 17e, 18e siècle, les cultures orales, la littérature, c'est quand même différent qu'une société française, par exemple, ou la littérature, parce que, tu comprends ce que je veux dire? J'imagine qu'elle se développe un peu plus tard quand même, la littérature, dans une culture orale. Oui. Techniquement, les premiers textes en Innu, ce sont des prières, des cahiers de prières que les missionnaires jésuites vont coucher sur le papier. En fait, les premiers témoignages de la culture Innu viennent des relations des jésuites. Essentiellement, oui. Il y a un grain de sel à mettre là, dans ce qu'on lit, absolument. Évidemment. C'est filtré. Sinon, il y a quelques récits de voyage. Sur le plan anthropologique, j'imagine que ça reste des documents incontournables. Oui, c'est ça. Comprendre l'histoire de la Nouvelle-France sans les relations des Jésuites, c'est de se fermer un œil. Ben oui. Juste un. Mais avec deux, on voit mieux. On voit du relief, on voit des couleurs. Mais l'histoire de la Côte-Nord, il échappe pas. Donc, j'ai un collègue... prof de littérature et chercheur qui est Pierre Roussel, qui a travaillé énormément sur les récits des Jésuites sur la Côte-Nord pour les intéresser dans la revue d'histoire ou dans la revue littorale. Vous avez accès à plusieurs textes qu'il a signés et qui s'est intéressé de près à cette naissance sur papier de la langue Innu. Donc, on est au 17e siècle et ça a commencé comme ça et ça s'est développé. Et depuis plusieurs décennies maintenant, la langue Innu, elle a été uniformisée pour lui rendre justice. Il ne faut pas oublier que dans la langue Innu, il y a 3 grands dialectes. Donc, il y a l'Ouest, qui regroupe les communautés du Lac-Saint-Jean et de la Haute-Côte-Nord. Il y a le dialecte central, Ouachat-Malio-Shefferville, et le dialecte de l'Est, Mamit, de la Mingani, vers la Basse-Côte-Nord. Il y a certaines différences entre ces 3 façons de parler-là. C'est plus que juste des accents différents. Là. Mettons, si on transpose avec la langue française. Tout à fait. Les gens se comprennent, mais il y a des tournures, des expressions, des conjugaisons qui sont différentes. Et ça a été un travail colossal pour l'Institut Tchakapèche, l'Institut culturel qui travaille là-dessus, de faire en sorte que les gens s'entendent pour dire c'est ce terme-là qui sera le terme officiel pour désigner tel arbre, tel animal, telle réalité géographique. Donc, chapeau à ces gens-là. Et la résultante de tout ça, c'est que ça leur permet, entre autres, de produire du matériel pédagogique pour les écoles. Donc, les petits jeunes de la première, deuxième année. J'ai acheté 2 livres pour mon bébé de 13 mois. C'est génial. Je vais être exposé à la langue Innu bientôt. Là. C'est parfait. Et c'est nous, je veux dire, au Québec, on est un peu d'une école qui se sent menacée, entourée d'une mer d'anglophones, mais si on est encore là-dedans. Si on arrivait à comprendre ce que les Autochtones nord-américains ont à affronter, c'est du sérieux. C'est un très, très grand défi qui les attend et je leur souhaite une grande réussite, mais encore là, c'est pas un combat qui est gagné. Non, effectivement. Je termine avec ça. Je vais peut-être le placer ailleurs dans l'entrevue. Encore une fois, dans Le Peuple rieur, Serge Bouchard disait que sur le plan anthropologique ou ethnographique, on a beaucoup de traces laissées sur le littoral, mais pas tant dans les terres. Puis lui, il dit il y a encore tellement de choses qu'on va pouvoir... Est-ce qu'on va être capable parce que j'imagine que c'est un travail colossal, le territoire est gigantesque. J'imagine que les budgets en recherche ethnologique sont sûrement pas à la hauteur des espérances qu'on devrait avoir, là, mais j'imagine je trouve qu'il y a quelque chose d'excitant là-dedans, scientifiquement parlant. Là. On en a pour des générations à travailler, à chercher. Évidemment, l'archéologie est loin d'être une priorité culturelle au Québec. N'empêche que... Je ris, mais c'est pas drôle, mais c'est comme, quelle nouvelle. Là, donc, je salue mes collègues, les grands manipulateurs de la truelle qui sont à l'œuvre partout au Québec. Sur la côte, en fait, on a au-delà de 1500, 1600 sites archéologiques connus. Qui pratiquement
un site sur 4 au Québec se trouve sur la côte. Effectivement, par la force des choses, c'est surtout sur le littoral qu'on a pu mener des recherches, question d'accessibilité, mais l'arrière-pays est à peine investigué. Et encore là, quand ça a été le cas, c'est parce qu'Hydro-Québec avait des projets sur la Manicouagan, sur la Sainte-Marguerite ou sur la Romaine. Par la loi des biens culturels, ils sont obligés de mener des recherches. Donc, malheureusement, souvent, la recherche est tributaire de ces grands projets-là. Fait que dans le fond, plus on va en savoir, c'est aussi plus on va avoir développé. Oui, c'est un peu paradoxal. Cela dit, la technologie, je pense, j'ai l'impression que les avancées technologiques en anthropologie permettent des choses qui étaient impossibles d'envisager il y a 15-20 ans. Oui, ça peut permettre certaines choses, mais encore là, en terrain découvert, c'est plus réaliste qu'en territoire de forêt boréale, si on parle du leader et d'autres techniques. Il y a trop d'arbres, il faudrait les couper, tout simplement. Mais ceci dit, le territoire Innu a encore énormément de choses à révéler au plan archéologique. Donc, on commence à peine à comprendre les subtilités, les dynamiques de population, les échanges, etc. Ben, Steve Dubreuil, merci. C'était passionnant. On aurait pu continuer, mais c'est parce que là, il faut que je laisse la parole aux Inuits. Ben, c'était juste une introduction. Plaisir d'avoir pu contribuer un tant soit peu au plan de match. Alors là, je suis avec José Leblanc. Atticus? Atticus. Ouais, là, c'est mon... c'est une immersion dans la culture Innu, là, ça se peut que... Mais Dan George, il me dit, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. C'est mieux de baragouiner que rien dire. Oui, exactement. Voilà. Et Attic, en fait, veut dire caribou. Puis le us à la fin, le USS, veut dire jeune caribou. OK. T'sais? Donc, nous, la jeunesse, c'était l'espoir. Puis Attic, c'était pour rendre hommage au caribou qui a contribué à la survie des Premières Nations. Oui. Est-ce qu'il le fait encore? Parce que caribou... Non, parce qu'il y a un moratoire sur la chasse pour que le troupeau se régénère et tout ça. Donc, mais... Il a fait partie de nos vies au quotidien, dans toutes les tâches quotidiennes durant des millénaires. Là. Toi, t'es une femme d'affaires? Oui. Est-ce que tu dis femme d'affaires? Ben, écoute... Parle-nous de ton parcours, parce que t'as un parcours quand même... atypique. Atypique, inspirant, intense? J'ai un parcours quand même assez... Ben, je te dirais que... Je dis femme, puis... T'as bien fait de me poser la question, est-ce que t'es une femme d'affaires? Je t'ai répondu oui, systématiquement, mais je me considère pas comme une femme d'affaires. Moi, j'ai pas étudié pour être une femme d'affaires, j'ai pas... c'est la vie qui m'a emmené là, puis j'ai été obligé d'apprendre à devenir une femme d'affaires pour réaliser mon rêve. Tu sais, pour pouvoir faire ce que j'avais envie de faire dans la vie. Je voulais faire une différence. Puis, dans la communauté. Oui, puis dans le monde, dans la vie, tu sais, je voulais faire une différence, je savais pas ce que je voulais faire, je me suis cherché longtemps, j'ai travaillé dans différents domaines. Tu sais, j'ai travaillé dans le domaine communautaire, j'étais directrice générale d'un centre d'amitié. Pendant plusieurs années, pendant 4-5 ans. Là, on est allé vite. Là, on est où, ici? Là? Ici, on est chez Atticouche. OK, oui, mais... On est dans la communauté d'Ouachat. OK. Et avec Maliotenam, parce que je suis allé à Maliotenam? Oui, c'est deux communautés, mais qui font partie du même conseil de banque. OK, voilà. Il y a une histoire, parce qu'avant ça, tout le monde était ici. Ici, nous, on voyageait sur le territoire. Donc ici, on venait ici... Vous êtes à l'entrée de cette île, quand on arrive de Montréal. Là. On venait ici le printemps pour pêcher, pour venir faire aussi des échanges avec les Européens, avec la fourrure et tout. Puis à un moment donné, quand les Européens sont arrivés, ils ont dit on va vous mettre dans une communauté, vous voyagerez plus sur le territoire, vous allez rester là à l'année. Puis ils ont créé le système des réserves, qu'ils appelaient des réductions à l'époque. Ah ouais. Oui, c'est dans le livre. Puis ils ont mis les gens là, ils les ont sédentarisés. Et c'est là fait que c'est comme ça qu'ils ont créé la réserve de Maliotenam, parce qu'ils les ont mis, ils les ont exclus. Et ceux qui étaient ici, il y en a qui se sont battus pour rester sur ce territoire-là. Parce que ici, c'était un lieu qui était important avant l'arrivée des Européens. Oui, c'est ça. Alors que Maliotenam, aussi, j'imagine, mais moins. Oui, exactement. Moins OK. Fait que là, ils ont fait une ville autour de tout ça. Fait que c'est Mme Blandine Jourdain qui a été la première à dire non, moi je ne sors pas de là, je suis née ici, je reste ici. C'est mon territoire, c'est chez moi. Donc, là, toi, ton parcours t'amène à faire, à t'impliquer. Tu sais pas trop qu'un jour tu vas créer Atticus?
Non, je savais pas du tout. Écoute, pendant que j'étais directrice générale du Centre d'amitié autochtone, j'étais mariée avec un artiste peintre et on travaillait sur des histoires, sur l'art et tout ça. Puis j'ai développé ça avec lui, vraiment, ce côté-là, que j'avais déjà, mais que je travaillais pas vraiment. C'est Ernest Dominique? Oui, exactement. Puis il était Innu, lui aussi? Oui, de Matimécoche, Lac-John, de Shefferville. Puis ensuite, ben, je suis devenue directrice générale. Mais lui, cette idée-là de fierté via la création, via son travail à lui, ça m'a inspiré. Ça a déteint sur toi. Oui, ça m'a fait rendre... C'est là, je pense que j'ai pris conscience de ce que je voulais faire vraiment dans la vie. Puis ça l'a fait en sorte que ça m'a épanoui aussi parce que je ne connaissais pas mon histoire. Et j'ai commencé à la connaître avec lui parce qu'il était très férulent d'histoire. Il aimait... il connaissait beaucoup d'anthropologues. D'ailleurs, c'est avec lui qu'on a fait ce projet-là. Il a tout fait les toiles et tout ça. Donc, le projet, c'est un livre. Oui. Bon, je vais mettre c'est une collection. Sur, C'est une collection de 24 toiles entièrement peintes sur des peaux de caribou qui reflètent toute une histoire. Puis l'encadrement, c'est 24... pas 24, il y a 12 côtés qui représentent les 12 nations autochtones qui ont vécu sur le territoire du Québec. C'est une superbe collection. Et c'est ça, c'est Ernest qui les a toutes illustrées. Et il a pris comme... Ben, les anthropologues lui ont fourni la description de Anada Bijou qui avait été faite par Samuel de Champlain. Puis lui, il a pris ça, puis il a fait la toile en s'inspirant de la description faite. Donc, on a essayé de rendre ça le plus authentique possible. Puis ensuite, je suis devenue directrice d'une usine de transformation de crabes. La raison pourquoi j'avais accepté ce poste-là, c'est parce que je travaillais 6 mois, j'étais saisonnière, puis ensuite, j'étais 6 mois à m'occuper de la carrière de mon mari de l'époque. C'était son agent. Oui, exact. Fait que c'était parfait pour moi, cet emploi-là. Mais en fin de compte, la vie comme elle est, ben on a fini par se séparer, mais on est tout le temps en contact quand même. Là. Ernest est devenu un grand ami, puis c'est quelqu'un qui a vraiment marqué ma vie, puis qui a changé ma vie, qui m'a dirigé où je deviendrais heureuse et où je m'épanouirais. T'sais, on rencontre tout le temps quelqu'un pour quelque chose, je crois, puis lui... faut être à l'écoute, par exemple. Parce oui, il faut être à l'écoute, mais on voit pas. Il passe tout droit. Ouais. Toi, t'es à l'écoute. J'ai été à l'écoute. Mais là, c'est ça, on dit femme d'affaires, Atticus, c'est une entreprise, mais il y a une mission sociale. Oui. Ce qui était très important. Spirituelle, d'une certaine façon. Je dirais pas spirituelle, mais ça va au-delà. Réparatrice. Explique-moi, en fait, c'est quoi? Ben, en fait, moi, là, quand quand on s'est séparés, moi et Ernest, il y avait ici un artisanat qui a fermé ses portes à peu près au même moment. 3-4 mois plus tard... On parle de 2000... On parle de 2003, 2002. Pas 2003, 2012. 2011, tu sais, 2011-2012. Donc, l'artisanat ferme ses portes. Ça faisait 3-4 mois que je voyais les gens parlaient, puis il n'y avait plus de cuir, il n'y avait plus, tu sais, c'est pas tout le monde qui était sur Internet dans ce temps-là. On n'achetait pas encore comme on achète aujourd'hui et tout ça. Je trouvais ça malheureux. Puis nous, ben, on avait construit le bâtiment qui est ici, puis il fallait rentabiliser cette bâtisse-là pour pas la perdre. Donc, j'ai dit, Colin, je pense que je vais acheter la balance d'inventaire, je n'arrêterai pas le commerce, je vais essayer parce qu'on payait déjà les frais fixes. Moi, je payais les frais fixes avec mon travail à l'usine. À l'usine de crabes. Donc, j'ai commencé comme ça, puis là, je me suis rendu compte que les femmes qui me vendaient des mocassins gagnaient environ 3 à 5 $ de l'heure. Je disais, ça n'a pas de bon sens. C'est pas fait en Chine, là. Non, c'est fait ici à la main. C'est ça. Oui. C'est des femmes Innu. Oui. Et ce qui s'est passé, c'est que... Ils sont payés 3 piastres de l'heure pour faire... Entre 3 et 5, tout dépendant de la... Il y en a qui travaillent plus vite que d'autres. Puis c'est très difficile, c'est exigeant des mains, tout ça. Puis je voyais, en parlant avec leurs enfants, leurs filles qui les accompagnaient et tout ça, qu'eux autres n'avaient pas envie de faire ça à ce prix-là. Donc, j'ai senti une urgence, puis je me suis engagée envers ces femmes-là à trouver une façon de les rémunérer au moins à un salaire équitable. C'est comme ça que ça a commencé. Tout a commencé là. Et là, avec mon expérience dans les centres d'amitié,
Je savais qu'il y avait un moment charnière où quand les femmes arrivaient, ou les hommes qui arrivaient, qui étaient en difficulté, dans le besoin et tout ça, il nous manquait quelque chose à ce moment-là pour tout de suite les occuper. Puis il y en a des fois qui repartaient ou tout ça. Fait que je me suis dit, écoute, on va allier ça. On va faire le perlage par les centres d'amitié. On va aider ces femmes-là. On va les payer équitablement. Je vais réactualiser le magazin. C'est important. C'est important. C'est quoi le perlage? Pour les gens qui ne comprennent pas, pour moi en premier, c'est quoi le perlage? Traditionnellement, c'était une grande fierté, puis c'était un rassemblement. Les femmes, les hommes aussi, perlaient, mais on perlait avec des piquants de porc-épic. Il n'y avait pas de perles autrefois. Donc, c'était quelque chose qui rassemblait les gens, quelque chose une détente. Les gens devaient être, je les imagine, en forêt, tout assis en cercle, puis à faire de la broderie, puis ils étaient fiers, ils se faisaient des beaux vêtements, puis ils teignaient ça avec des teintures naturelles pour leur donner de la couleur. Ça représentait toujours une histoire. Fait que c'est ce que j'ai décidé de faire. J'ai décidé de prendre des histoires dans ce livre-là et de les mettre en dessin pour que les femmes puissent les perler sur mes bottes. Où on aide les gens avec ces bottes-là. On donne 300$ par paire de bottes. On donne pas $1. On donne 300$ à une femme pour l'aider à reprendre sa vie. Oui, c'est ça. Puis trouver de l'estime de soi en réalisant des petits projets, reconnecter avec sa culture. On travaille beaucoup avec la maison chez Doris au centre-ville de Montréal. Donc, c'est des femmes qui sont sorties de leur communauté. Souvent, il faut qu'ils deviennent fiers de leur culture. Moi, j'ai eu honte de ma culture quand j'étais jeune. Mais ça, c'est fou, ça, parce que Dan Georges, il m'a dit la même chose. Puis que... Et là, il y a un moment charnière. Oui, tout à fait. Là, je dis pour les Inuits parce qu'on est ici, mais je ne sais pas si c'est partout. C'est partout. Dans toutes les nations, sur le territoire du Québec. Moi, je pensais pas vivre ça de mon vivant. Je savais même pas si mes enfants le vivraient. Parce que je pensais jamais que ça arriverait. C'est arrivé, paf, comme ça. Puis là, tout est en train de toute la sympathie des gens, l'empathie par rapport à tout ce qui s'est passé. Puis... les gens rentrent ici, ils veulent apprendre des choses. Moi, quand j'ai commencé, là, j'ai tout fait pour faire en sorte que les gens partent de cette île qui est annexée à la communauté pour les faire venir magasiner ici. Ça a été difficile, une lutte de tous les jours. Il fallait qu'on soit, puis moi, les filles... je sais qu'en 2003, c'était tendu. Les gens qui nous avaient invités dans le temps des avertisses, on avait joué au Vieux-Poste, puis ils disaient, il y a des tensions. Puis aujourd'hui, Mathieu McKenzie me disait... Il y a encore du travail à faire, mais ça n'a rien à voir avec 2003. Ah non, ça n'a rien à voir. Il y a eu un très gros changement, puis la conscience des gens a été... Il y a eu un éveil de conscience. Puis ça, absolument, un éveil, on recule pas. C'est collectif, tu peux pas reculer, parce que tu peux plus. Puis s'il y a un éveil comme ça, c'est parce qu'il y a eu des faits. Puis je pense que c'est vraiment d'avoir retrouvé des enfants... c'est là que l'éveil s'est fait. Le vrai... Il y avait déjà... un début qui était amorcé, mais l'éveil collectif s'est fait là. Et écoute, il y a des gens qui viennent ici et qui pleurent. Ils viennent j'en parle, j'ai des frissons, ils viennent dans la boutique puis ils s'excusent. Mais on n'aurait jamais vécu ça avant. Non, c'est... on vit un... C'est drôle, là, écoute. Moi, c'est une immersion douce. Là. Je viens vraiment ici humblement, mais je sens qu'il n'y a pas de colère. On est très résilient. Chez les Inuits, par rapport à ça. Je pense que nous, ça fait longtemps. Tu sais, Mathieu McKenzie, il disait, moi, je suis pas un guerrier. Moi, je veux juste qu'il y ait une réconciliation. Je tends des perches, puis je le fais de façon pacifique. Puis, tu sais, on sent pas une colère qui serait tout à fait légitime. Les peuples autochtones, en majorité, c'est des gens très résilients. Mais écoute, on a développé la résilience, puis on a transmis, parce qu'on n'avait pas le choix. Tout à fait. Tu comprends-tu? Fait que ça a été développé, puis on le voit, on voit beaucoup de personnes qui sont mises d'avant, qui sont... des personnes des communautés, puis c'est tous des gens extrêmement résilients. Puis ce qu'on veut, c'est que ça change pour nos enfants puis nos petits-enfants. On veut pas qu'eux aient à vivre ce qu'on a vécu, puis encore pire, parce que nous, ce qu'on a vécu, c'est un héritage de douleur et
Mais c'est encore pire ceux qui ont vécu la coupure, qui ont vécu les pensionnats, qui ont vécu d'être arrachés à sa famille. Oui, exact. Eux autres, c'est encore pire. Ouais. Mais nous, on a tout un... Puis c'est communautaire, c'est l'ensemble de la communauté. C'est une douleur collective. Puis les gens savent pas d'où ça vient, savent pas comment gérer tout ça. Il y a ce qui apporte beaucoup de problèmes sociaux. Puis aujourd'hui, avant... il y avait un gros jugement par rapport aux communautés. Ah, ils savent pas vivre. Non. On entendait toutes sortes d'affaires. C'est pour ça qu'on avait honte d'être autochtone. Je vais te faire une confidence. Quand je suis venu, je m'étais venu me promener ici, en 2003. Puis là, je te le dis, mais je me disais, mon Dieu, ils s'occupent pas de leur maison. C'est ça. Oui. Puis après ça, il y a quelqu'un qui t'explique, ouais, mais c'est parce que c'est des nomades. Oui. Ils ont jamais été dans des maisons. Puis ils disent, on remarquera, les portes sont ouvertes l'été, tout le temps. Ouais. Puis là, après ça, là, tu te mets à aller, puis là, au début, les gens qui ont été forcés de vivre dans les maisons vivaient ils se montaient une tente parce qu'ils voulaient rien savoir, puis Serge Bouchard, dans son livre, Le Prière, il dit la moitié de la maison n'est pas utilisée, parce qu'ils vivent comme ils vivaient, dans des maisons imposées par le gouvernement, par le fédéral, pas conçues pour eux. Encore pire. Maintenant que je sais ça, quand je viens... T'as pas la même vision, parce que c'est une autre culture. C'est ça. Et dans le livre encore, on a une des histoires où tu vois deux autochtones qui sont assis devant sur une butte, puis ils regardent construire le château Frontenac, le premier château Saint-Louis, puis ils sont crampés de rire. Parce qu'eux autres, là, ils se disent, voyons donc, ils vont mourir s'ils restent là-dedans l'année, il faut qu'ils suivent la nature, qu'ils suivent la nourriture. Ils comprenaient pas, puis eux autres étaient ils trouvaient ça bien drôle de les voir construire de quoi de statique, tu sais. Hey José, t'as une réunion, je le sais, là, puis je prends plus de temps que prévu. À Ticos, on l'a pas dit, c'est des bottes, là. On peut se faire des bottes. Oui, des bottes. Là, parce que le perlage, c'est une partie. Oui, après ça, c'est des bottes en peau. C'est des bottes en peau. Sur mesure? Oui, sur mesure. Puis, quand t'achètes ces bottes-là, c'est tes dernières, là. T'en achètes plus après, là. Ben, on espère. Parce qu'ils sont chers. Oui. Il y a un prix. Oui. On remet 300 $ à la femme. C'est un bon montant. C'est une botte. Quand tu achètes cette botte-là, c'est t'allies le pratique et l'histoire de faire une différence. Moi, l'histoire de participer à aider. Je repars aujourd'hui, là, mais normalement, là, quand t'es achètes sur place ou c'est sur mesure? Oui, puis ça peut se faire... Parce que les affaires sur mesure, là. Oui. Ton pied. Oui. Parce que moi, j'ai le pied large. Ça, on peut tout faire ça ensemble, par téléphone, via le site web. On s'organise. Ah, mais j'aimerais ça pour vrai. On prend des photos, on envoie des textos, on fait des FaceTime. Fait que c'est en peau de caribou? Non, parce que... Plus. Oui, c'est ça. Là, on prend la peau de vache, puis on prend de la peau d'orignal, de chevreuil. C'est un genre de caribou qui bouge pas beaucoup. Ouais, ça, c'est un caribou pas de con. Là, il y a des gros travaux, là. Je sais pas, les gens vont peut-être entendre, mais donc ça... On devient un économusée. On est en train de se transformer, oui. Et quand les gens vont rentrer, ils vont avoir une immersion dans la culture Innu. Tu vas avoir une douche de son, tu vas entendre des tawagans, des odeurs de sapinage. Ensuite, tu vas rentrer dans l'économusée et là, tu vas avoir des bornes. Tu vas avoir une application dans ton téléphone où on va tout te raconter l'histoire du mocassin d'hier à aujourd'hui, ainsi ce à quoi le caribou servait dans le quotidien des Inuits. Quand je vais revenir. Tu vas être obligé de revenir. Quand ça va être prêt? T'as pas le choix. J'espère que ça va être prêt à la fin août. Fin août? Ouais. OK. De toute façon, il faut que je revienne l'hiver. L'expérience. Il faut que tu reviennes l'hiver, le printemps, l'été. Écoute, il y a toujours de quoi ici d'intéressant. Hey, merci. Ça me fait plaisir. C'était super, vraiment. Alors voilà ce qui conclut ce premier épisode de la saison 5. La glace est brisée, la saison est lancée. Merci à mes invités cette semaine, Dan-Georges Mackenzie, José Leblanc, Steve Dubreuil et un merci spécial à Mathieu Mackenzie qui m'a accueilli au studio Makoucham, un studio, comme je l'ai dit tantôt, construit par Florent Volant, que j'ai eu la chance de rencontrer. On ne l'a pas entendu tantôt parce que ça s'est fait après l'enregistrement dans la maison juste à côté. Monsieur Volant qui était alité, qui se remettait d'un ACV et Mathieu qui a un peu insisté pour que j'aille le rencontrer parce que j'étais gêné, mais j'étais très heureux de rencontrer Florent Volant. Et aujourd'hui, je sais qu'il s'est remis complètement de son ACV. C'est pour ça que je me permets de le mentionner. Mais merci à Mathieu pour l'accueil. C'était vraiment une rencontre
pleine d'humanité que je vais me rappeler toute ma vie. Je vous invite à lire Le Peuple rieur de Serge Bouchard si vous n'avez pas encore lu ce livre-là, parce que c'est un livre qui m'a accompagné pour la préparation de ce voyage-là en territoire Innu. Et c'est vraiment un grand, grand livre et il faut absolument le lire. Tous les livres de Serge Bouchard, de toute façon, vous le savez, on en a parlé souvent à la balado. Je ne vous parle pas de la campagne de financement, on va le faire la semaine prochaine avec le retour d'un épisode un peu plus régulier avec Hélène Faradji, Godefroy Lorando. On aura également Philippe de Grosbois. On vous donnera quelques détails sur la campagne, mais c'est essentiellement la même chose que les autres années. Alors voilà, bonne semaine tout le monde. On termine en musique parce qu'on va faire ça à tous les épisodes cette saison-ci, comme l'an dernier, et on va aller écouter Dan George Mackenzie. On va aller écouter ce qu'il fait. C'est tiré de son EP qui, pour l'instant, est son seul album, mini-album, donc de 5 chansons, qui est paru en 2021, et on va aller entendre la pièce d'ouverture de ce EP, la pièce Eka Pachi Te Nimu. On se retrouve la semaine prochaine. Bonne semaine tout le monde. Sen människor ju namnen ikapet chatten ni chewan natten when in nagatan we are bestämde mon vi chewan chimatsen människor ju namnen ikapet chatten ni chewan natten when in nagatan we are bestämde mon vi chewan abe que tu sais tu qui me skent så när beaucoup kände Wabet Timen Tishagan Abe Tisha Tuquim Skin Shutsum Nabuku Shendin Wabet Timen Tishagan Timatsen Menis Pushing Yunaman Ikabet Satenem Nichiwan Natem Winnie Nagatan Yabesting Demon Nichiwan Timatsen Menis Pushing Yunaman Ikabet Satenem Nichiwan Natem Winnie Nagatan Yabesting Demon Nichiwan Abe Kitisha Tuquim Skin Shutsum Nabuku Shendin Wabet Timen Tishagan Abe Kitisha Tuquim Skin Shutsum Nabuku Shendin Wabet Timen Tishagan Soon never was sending why bet Timen Tishagan I bet it's to cream skin soon never was sending why bet Timen Tishagan Timatsen Melis fishing you none the men I got bet to them need to one not them when in Nagatan we have a state moon need to one Timatsen Melis fishing you One, not them winning Nagatan. We have a standing moon into one. I beg it's you soon. To cream is good so soon. Never go send them. Why but Timen Tishagan? I beg it's you soon. To cream is good so soon. Never go send them. Why but Timen Tishagan?